je vais commencer. C'est Gabriel Jean-Charles. Puis je fais une présentation sur Haskell et la programmation purement fonctionnelle. Donc, je développe un peu, je vais expliquer d'autres choses. Pour faire les liens de la présentation, il n'y a pas de Twitch. En fait, sur le Twitch, il y a l'enregistrement de l'ancienne présentation que j'ai déjà faite mardi passé. Mais sur le GitHub de Zeltonor Haskell présentation, j'ai le projet, le petit projet jouet que je vais montrer à la fin, puis les slides de la présentation. Dans quel contexte tu as fait ça? Pour les CS Games à l'Université Laval. OK. C'est une production en différentes universités que j'ai mis une présentation. Donc, Haskell, c'est un langage de programmation fonctionnelle, entre autres. Juste pour savoir, est-ce qu'il y a déjà des gens ici qui ont fait de la programmation fonctionnelle, que ce soit en Lisp ou en OCaml? Lisp, Oui, J est un langage fonctionnel. Ils font une nuance, là, mais on va pas là-dedans. Bon, ça veut dire que pour ce qui est de la programmation fonctionnelle, il y a des concepts qui ont une énorme emphase sur l'immutabilité. Donc, en gros, au lieu de modifier les variables ou autres de manière destructive, on va préférer créer des versions modifiées sans les changer. Ensuite, il y a l'idée de fonction pure, c'est-à-dire une fonction ne va pas modifier son environnement, elle ne va pas modifier l'état global, puis elle ne modifie pas les variables les valeurs qu'elle reçoit en entrée. Il y a les fonctions d'ordre supérieur, sont un concept clé. C'est tout simplement des fonctions qui prennent des fonctions paramètres ou qui retournent des fonctions. Puis il y a une grosse concentration sur les abstractions, c'est-à-dire abstraire les patterns, puis la composabilité, c'est-à-dire construire un programme tu fais plein de petits morceaux en résolvant plein de petits problèmes, puis tu les recomposes ensemble pour faire un programme plus gros pour les résoudre. Donc, il y a deux grandes familles. La famille des Lisp, qui n'est pas celle-là que Haskell, c'est pas celle-là, mais juste pour faire comme un schéma de l'état. Dans une liste, il y a Scheme, Racket, Common List, Clojure. C'est quelques exemples, c'est pas du tout exhaustif. Puis les particularités spéciales des listes qu'il n'y a pas en Haskell, puis qu'il n'y a pas dans les ML en général, que l'autre famille, c'est la homoïconicité. Ça, c'est la syntaxe en parenthèse, c'est-à-dire que la syntaxe du langage est une structure de données du langage lui-même, en Lisp. Puis ça fait qu'il n'y a pas les énormes capacités de métaprogrammation puis de macro qui sont présentes dans les langages comme Lisp. Il y a de la métaprogrammation, mais c'est pas aussi avancé que maintenant dans le langage Lisp. Les langages que je vais présenter, c'est la famille des ML. C'est le cousin, c'est l'autre côté de la famille des langages fonctionnels. C'est apparu seulement 2 ans après le premier Lisp. Je pense que Lisp est apparu en 58. Le premier langage ML est apparu en 60. Oui. Ça veut dire quoi, ML? C'est pour Meta Language. Puis, quelques exemples. Standard ML, qui est un des plus vieux, OCaml. Haskell, qui a par contre innové par rapport à ML classique. Il y a un paquet de langages Haskell-like, si je pourrais dire, Agda, Iris, EnterScript. Puis Scala, si tu regardes d'un certain angle, puis tu plisses les yeux très fort, ça peut être considéré comme étant un ML. En fait, ce serait un ML qui aurait eu un bébé avec Java. Puis c'est quoi la particularité des ML? C'est qu'il y a un système de type très puissant. Puis quand je parle de puissant, rien à voir avec C++ ou Java, beaucoup plus avancé. Il y a une base mathématique, dans le sens que quand on fait quelque chose, souvent, on va prendre les mathématiques comme référence, parce que c'est vraiment extrêmement solide, puis c'est généralement très cohérent. Puis il y a l'inférence de type, ce qui veut dire que même si tout est typé, tu n'as pas besoin d'écrire les types, parce que le langage va lui-même deviner pour les expressions le type le plus général qui va fonctionner. Donc, c'est ça. Mais moi, si je veux parler plus précisément, c'est de Haskell, qui a même certaines caractéristiques. Juste, du coup, qui fait qui ne sont pas dans ma présentation, je sors de ma tête, par exemple. Si quelqu'un me demande qui utilise Haskell, ben, je vais citer un des plus gros noms, Facebook. Le système anti-spam de Facebook est en Haskell. Ils ont quelques milliers de serveurs qui run un programme en Haskell. Je ne me rappelle plus exactement du nom du programme en particulier, mais c'est le système anti-spam qui est. C'est quand même Facebook. Beaucoup de spam est programmé en Haskell. Sinon, il y a plusieurs startups dans différentes régions du monde. Il y a comme certains endroits où il y a des poches où c'est très populaire dans une certaine ville, une région ou autre.
Qu'est-ce qu'Haskell a de Haskell a de particulier? C'est un descendant de ML. Donc, tout ce qui s'appliquait au ML et au langage fonctionnel s'applique aussi à Haskell. Mais en plus, Haskell est purement fonctionnel. Je vais expliquer ce que ça veut dire un peu plus tard. Puis, il utilise l'évaluation paresseuse, que je vais aussi expliquer ce que ça veut dire plus tard. Donc, là, quelques principes simples. Pour représenter les données en Haskell, on utilise différentes sortes de types, comme les types produits. Un type produit, ça c'est de la syntaxe Haskell, data. Si on définit un type point, par exemple, ça va être un point qui va avoir un float et un float comme valeur. Puis définir un type personne, qui va être une personne, un nom, un prénom. Ici, si je mets nom et prénom, c'est qu'on peut définir, ici c'est censé être un T minuscule. On peut définir des synonymes pour les types. Donc, en gros, on peut dire qu'un nom est un string. C'est vraiment juste un changement de nom. Ça va juste prendre effet dans la signature. Ça sert à début de, quand tu documentes ton API de tes librairies ou autre, ça permet d'avoir des noms plus significatifs que ma fonction apprend un string puis un int. Ça permet d'avoir un nom plus parlant. Par exemple, les librairies de graphes vont rebaptiser les int en node. Les librairies de map vont rebaptiser les int en key. Quelques exemples autres. Donc, un type produit, c'est un produit de... C'est plusieurs... C'est un peu comme un struct. C'est une composition. Ouais, c'est une composition de... C'est un peu comme les structs en C++, pour ceux qui connaissent. Ensuite, tu as les types somme, que ça, c'est disjoint. Ça, ce que c'est ici, c'est, par exemple, j'ai une couleur, ça va être soit bleu, soit rouge, soit vert. Ça se rapproche un peu plus des enums pour ce ça. Mais c'est, contrairement à un enum en C++, ou en C++, un enum, c'est un int caché 0, 1, 2, qui est en fait derrière. Ici, c'est vraiment une représentation abstraite. C'est pas un int, c'est vraiment une couleur, puis je représente vraiment le concept abstrait, si je pourrais dire, de couleur. Ici, c'est un exemple de JSON. Un JSON, ça va être un string de bool, un G-number de double, un G-bool de bool, un G-null, un G-object, blablabla. Fait que ça permet de représenter ces valeurs-là. Puis, en fait, on peut combiner les deux, les types produits et les types somme, pour obtenir des ADT, les Algebraic Data Type, des types de données algébriques. Pourquoi le algébrique? Parce que c'est des sommes et des produits. Donc, en fait, les types, on va les construire à partir d'une somme de produits. Par exemple, si je prends une liste, ça va être une somme de produits. Ici, c'est un cas du vite. Puis, en fait, je vais en profiter aussi pour dire qu'on peut donner à nos types des paramètres polymorphiques. Ici, le A, c'est un type parfaitement polymorphique. Ce que je veux dire par là, c'est que je pourrais mettre n'importe quoi. Je peux mettre un int, je peux mettre un string, je peux mettre un T, c'est des generics, ou mettons le T de template, le T polymorphique des templates en C++. Fait que ça peut littéralement être n'importe quelle valeur. À peu près n'importe quoi. Donc ici, ça me fait que je peux définir une liste de n'importe quoi comme étant elle soit vide ou c'est la concaténation d'un élément et d'une autre liste. Pour un arbre, ça va être soit une feuille avec un élément, ou ici, ça serait mieux node que tree. Mais supposons node qui va être deux arbres. Ici, par exemple, on peut représenter que dans ce cas-là, avec ma représentation, je ne peux pas créer d'arbre vide. Ça n'existe pas. Il faut que mon arbre ait forcément un élément. Fait que ça, c'est un exemple. Les ADT, c'est vraiment très, très pratique parce que ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de représenter, mettons, notre business model, quand on fait une application, le contexte, par exemple, en finance, ça permet de représenter, je sais pas, les structures des contrats ou autres, de façon extrêmement précise, mais extrêmement limitée en même temps. Parce qu'en fait, on représente exactement le modèle de notre business, le modèle d'affaires comme ça. Fait que de cette manière-là, ça fait qu'on limite les états qui seraient invalides. Ce qu'on peut faire, en gros, avec ça, c'est s'arranger pour que les valeurs dépendent de d'autres valeurs pour construire, éviter les cas possibles. Excusez, là, je patauge un peu. Là, j'ai un petit, OK, par exemple, supposons que j'ai une certaine suite d'opérations en finance qu'il
faut que l'opération A soit faite absolument pour que l'opération B puisse avoir lieu. Puis l'opération B, il faut absolument qu'elle soit faite pour que l'opération C puisse avoir lieu. Fait que ce que je peux faire, c'est que je peux construire un premier type qui va être un type de A. Je peux représenter en gros vraiment les opérations, ce qui serait normalement des méthodes comme étant des types. Puis ensuite, je peux construire un type B qui va dépendre d'un type A et un type C qui va dépendre d'un type B. Donc, pour construire un type B, il faut que l'opération A ait eu lieu avant. C'est juste quelques exemples pour dire que je modélise précisément mon modèle. J'essaie de faire en sorte que les états invalides, donc un état inconsistant ou qui n'a pas de sens dans mon domaine, un bug, ce ne soit pas représentable. C'est un peu plus tard, à la fin, j'ai une présentation d'un programme d'un jeu d'échecs. Je vais donner des exemples de tout ce que je présente ici. Ensuite, quand on a, ça permet de faire du filtrage par motif en Haskell, c'est une façon de faire des méthodes. Fait en fait, pattern matching en anglais, ça c'est une fonction Fibonacci qui calcule la suite de Fibonacci. Exemple très académique mais très simple. Puis ici, ce que je pattern match, c'est sur les nombres. Supposons qu'on peut voir les nombres comme un type somme, que c'est soit un 0, ou un 1, ou un 2, ou un 3, ou un 4, puis on continue comme ça. Fait que ici, ce que je fais, c'est que je pattern match. Si je reçois un 0, je retourne une valeur de 0. Si je reçois un 1, je retourne une valeur de 1. Si je reçois n'importe quoi d'autre, parce qu'en gros, n, c'est une variable, c'est pas un pattern précis, donc il va capturer toutes les autres qui vont arriver. Je calcule Fibonacci de n-1 plus Fibonacci de n-2. La partie importante, c'est vraiment ici que je capture les patterns. Fait que je peux pas tomber en bas, je peux pas m'échapper puis avoir un cas. Puis le compilateur en particulier va lever un warning, attention, si jamais je capturerais pas un cas précis ou autre. Ici, oui? Est-ce que c'est directement la syntaxe Haskell qu'on voit ici ou est-ce que oui, c'est directement la syntaxe du langage. Okay. C'est une syntaxe extrêmement simple, extrêmement légère. Puis ici, je fais un exemple d'inférence de type. J'ai pas écrit de signature à cette fonction-là. Mais malgré tout, cette fonction-là a comme type qu'elle prend un nombre et qu'elle retourne un nombre. Mais elle ne sait pas si c'est un int, un double ou autre. Mais si j'essaie d'y envoyer un string, ça ne compilera pas. Le compilateur va refuser en disant que c'est invalide parce que ça ne représente pas le type. Minimalement, pour lui, ça doit être un nombre. Je pourrais mettre une condition plus forte, par exemple, pour dire que ça doit être un entier, ou même un entier positif. Mais pour ce qui est de l'instant, c'est simplement que c'est un nombre, puis il n'y aura pas développé plus large. Si jamais vous avez des questions sur quelque chose ou autre, vous pouvez me le demander. Ça, c'est la syntaxe pour les fonctions et les signatures, justement. Je vais vous parler de purification. Donc ici, c'est qu'on a une fonction insert qui a le type key. Ça, c'est un type synonyme pour un int, justement. Elle prend une clé, elle prend n'importe quoi, elle prend un int map de ce n'importe quoi, puis elle retourne un autre int map. Ensuite, ou une autre fonction delete qui prend une clé, qui prend un int map et qui retourne un int map. Là, sur le coup, ça peut avoir l'air étrange parce que tous les paramètres sont séparés par une flèche. Puis quelqu'un pourrait se dire, oui, mais comment je fais la différence entre le paramètre d'entrée et le paramètre de sortie ou autre? Pourquoi cette syntaxe-là? En fait, il y a une raison très simple. C'est qu'en fait, en Haskell, les fonctions ne prennent qu'un seul paramètre tout le temps. Fait qu'en fait, ce que cette fonction-là fait vraiment, ce que ce signe-là veut dire, c'est qu'insert, ça prend une clé et ça retourne une fonction qui prend un A, qui retourne une fonction, qui prend un intmap et retourne un intmap. Donc, en gros, toutes les fonctions en Haskell, automatiquement, c'est en vérité, c'est une fonction qui prend un paramètre et qui retourne une fonction qui attend ses prochains paramètres. Ce principe-là, le fait que ces fonctions-là aient cette forme-là, ça s'appelle la purification. Je vais donner un exemple tout de suite, juste 2 slides après, de ce que ça me permet de faire, par exemple, pour montrer que ça permet de faire du code vraiment très, très propre, très, très lisible. Et avant, je vais présenter 2 petits opérateurs, très, très simples. Le signe de $, c'est que je prends la fonction gauche, je l'applique au paramètre de droite. Cette syntaxe-là, avec des parenthèses autour, c'est que ici, ça, c'est un opérateur. En gros, je définis une fonction qui est un opérateur, et je peux définir mes propres opérateurs, n'importe quelle forme. Donc, signe de $, est un opérateur, le point. Donc, ça prend la fonction à gauche, puis ça l'applique
aux paramètres à droite. Très, très simple. Je vais montrer à quoi ça sert tout de suite après. Ça, le point, c'est la composition de fonctions. Ça prend la fonction à droite, ça va prendre sa valeur de retour, puis ça va la donner à la fonction à gauche. Donc, en gros, on prend la sortie de la fonction de droite, puis on la branche à la fonction de gauche pour faire une seule grosse fonction. Donc, ça, un exemple de ce que ça permet de faire, pourquoi je montre ça, c'est du code qui ressemble à ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, on a myIntMap, mon intMap, puis le signe de dollar, j'y applique toute la fonction à gauche. C'est quoi cette fonction-là? C'est la fonction insert, que je donne la clé 2, puis je donne la valeur hello. Ici, on voit, on a donné ce paramètre-là, fait que tout ce qui reste ici. Fait que ça, c'est une fonction qui prend un intMap et qui attend un intMap. Ensuite, point, je la compose avec une autre fonction qui va prendre un insert, c'est la fonction insert, qui prend la clé 42 puis le string iFriend. Ensuite, il va composer pour retirer la clé 2, et ensuite recomposer encore en ajoutant insert set piano. Donc, en gros, en donnant une partie de ces paramètres aux fonctions, j'obtiens une fonction qui finalement va juste attendre ceci, le dernier intMap, pour le retourner. Donc, ça me permet d'avoir une syntaxe où je vais prendre un intMap et je vois une chaîne de fonctions à gauche. Fait que je peux voir la suite de transformations qui va être appliquée à ma valeur. C'est un style qui est vraiment très très populaire, qui est adopté souvent. Ça permet vraiment visuellement de voir le flow des données qui part de la droite vers la gauche. Pourquoi de la droite vers la gauche? Parce qu'en mathématiques, c'est le sens habituel d'application des opérateurs. Si vous n'avez pas ça, il est tout à fait possible de définir un opérateur de composition sur le même style, mais où les données vont passer de la gauche vers la droite. D'ailleurs, les langages comme OCaml ou F#, eux autres, ils définissent un opérateur qui va plutôt passer les données de la gauche vers la droite. Mais c'est comme ça fait qu'on peut vraiment avoir ce qui se passe. Puis, je trouve que personnellement, c'est un style qui est vraiment très clair parce que tu peux vraiment suivre les transformations qui sont faites sur les données de la gauche vers la droite. Puis, ce fait-là d'être capable de donner partiellement ces fonctions-là, ça permet vraiment de manière très pas chère, très cheap, de construire d'autres fonctions ou autres en donnant partiellement des paramètres, en mélangeant un peu. Donc, on peut vraiment facilement se ramasser que on a du code très simple à lire, mais qui pourtant dit beaucoup de choses. Bon, qu'est-ce que je veux dire quand je dis que Haskell est purement fonctionnel? Parce que tout ce que j'ai présenté jusqu'à maintenant, c'est pas propre à Haskell. Tous les langages ML sont capables de faire ça. Là, je vais présenter des choses qui sont particulières à Haskell. Bon, quand je dis qu'Haskell est purement fonctionnel, est-ce que ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'effet de barre? Non, c'est pas ça que je veux dire, parce que ça, c'est faux. Un langage qui n'aurait pas d'effet de barre, ça veut dire qu'il n'y aurait aucune influence du tout sur le monde réel. Fait que ça serait un peu comme une boîte noire sur laquelle il y a un piton rouge. Quand tu pèses sur le piton, tu vois que la boîte, elle chauffe un peu, mais il sort jamais rien. C'est complètement inutile. Fait que c'est pas ça qu'on veut dire. Ce que je veux dire quand je dis qu'Haskell est purement fonctionnel, c'est que les effets de barre sont isolés via les types. Donc, en gros, j'utilise le système de types pour isoler les effets de barre du reste des fonctions pures. Fait que ça permet vraiment d'avoir une séparation de tout ce qui est input, output ou autre, de vraiment la logique interne du programme. Ça veut aussi dire que les fonctions sont des fonctions au sens mathématique. C'est-à-dire que je prends un élément, je peux dire un ensemble, mais je prends un élément, puis je le transforme en un autre élément par ma fonction. L'élément de départ n'a pas disparu. L'élément de départ n'a pas été changé, ma fonction n'est pas allée jouer ailleurs. Elle a juste pris un élément, puis elle l'a transformé en un autre. Ça va prendre un principe qui s'appelle la transparence référentielle. Ce que ça veut dire, c'est que si j'ai une fonction, que j'y envoie certains paramètres, puis qu'elle me donne une valeur de retour, ça va tout le temps être cette valeur de retour-là pour ces paramètres-là. Donc, en gros, si j'appelle une fonction avec 3, peu importe à quel moment, à quel endroit, à quel moment du programme, peu importe l'état de ma base de données, de tout ce qu'on voudra, la fonction va toujours retourner 3. Mais ça veut dire que chaque fonction, je suis capable de réfléchir sur cette fonction-là, de la regarder comme un tout. Je peux voir la fonction en elle-même, puis je n'ai pas à me poser de questions sur c'est quoi l'environnement, c'est quoi l'état, c'est quels sont les objets avec lesquels elle est en relation. Chaque fonction est séparée elle-même. Elle appelle d'autres fonctions, mais cette règle-là s'applique pour toutes les fonctions.
Fait que ça peut avoir un effet, par exemple, que si j'ai une grosse base de code en Haskell et que j'ai un stagiaire ou quelqu'un qui vient de rentrer autre, je peux le jeter dans ma base, en supposant qu'il apprenne Haskell, ça range facilement, là. Je peux le jeter dans ma base de code, il va falloir regarder, mettons, un bout, il y aurait un bug, puis il va être capable de le régler, de bricoler, sans avoir besoin d'aller regarder à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, puis aussi sans avoir peur de faire exploser quelque chose ailleurs ou plus loin, parce qu'on va savoir que cette fonction-là, elle fonctionne vraiment en elle-même. Ça, il y a une autre conséquence, que c'est quelque chose qui m'a extrêmement impressionné quand j'ai appris Haskell, c'est que je donne un exemple de fonction. La fonction ID, identité, qui est le type A, retourne un A. Donc, en gros, elle prend une valeur en paramètre puis elle retourne quelque chose du même type. Mais la question qu'on va se poser, c'est comment d'implémentation possible cette fonction-là? Comment de façon je peux programmer une fonction que ce type-là? Infini. C'est là que tu as complètement tort. Il existe une seule et unique implémentation d'une fonction avec ce type-là. C'est la fonction idx qui retourne x. Donc, c'est une fonction qui fait rien du tout. Elle prend un paramètre, puis elle le retourne. Tu te dis, bon, c'est niaiseux ton affaire ou autre. Mais si vous y pensez un peu, ça veut dire que juste en regardant la signature de la fonction, je sais exactement comment elle est programmée et je sais même qu'il n'existe pas d'autre façon possible de la programmer. Parce que ici, le type A, j'ai aucune information. Fait que je ne sais pas si c'est un nombre, je ne sais pas si c'est un entier. Si j'ai aucune information dessus, vu que je peux faire aucune modification à l'environnement, ça veut dire qu'il y a une seule chose que je peux faire, retourner la valeur. Ici, je t'ai donné cet exemple avec un exemple vraiment très simple, mais ça s'étend, ça se généralise à des fonctions plus grosses. Ça veut dire que dans beaucoup de cas, juste en regardant une fonction, il y a une façon finie de la programmer. Fait que ça permet vraiment de réfléchir à comment fonctionne un programme, à comment fonctionne... oui? Juste pour être sûr de bien comprendre, mettons une fonction qui incrémente. Elle prend un type int, puis elle retourne un int. Ouais. Pourquoi ça ne matche pas ton prédicat? Parce que ici, la fonction, elle ne prend pas un int. Elle prend une valeur polymorphique A. A peut être n'importe quoi. Fait qu'il faut que j'aie une fonction qui fonctionne sur n'importe quoi. Ah, ok. Puis dans le cas où ça serait un num, je vais vous montrer après avec les type class. Peu importe ce que c'est, mais je vais vous présenter après. Ça voudrait dire que j'aurais une condition. Mais ça veut dire que dans le fond, quand je regarde une fonction, je sais vraiment qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire. Fait que ça aide vraiment à réfléchir sur ce que fait le code, ce que fait les fonctions, ce que font les programmes. Fait qu'encore une fois, pour l'idée de je prends un stagiaire et je le jette dans une base de code, juste en regardant un peu les fonctions dans lesquelles il travaille, il va avoir les signatures, il va avoir une idée de qu'est-ce qu'il peut faire, de qu'est-ce qu'il peut pas faire, puis de ce que les fonctions sont censées faire. Fait que vraiment, dans les autres langages, c'est une idée, c'est un concept qui n'existe pas. Par exemple, en C++, si je prends une fonction qui prend un template, n'importe quoi, qui retourne un template, n'importe quoi du même type, je pourrais printer quelque chose au milieu de cette fonction-là. Je pourrais accéder à une base de données. Je pourrais tirer un missile sur la Chine. Il n'y a pas de limite à ce que je peux faire parce que la signature ne me dit pas exactement quelles sont les limitations de la fonction. Je ne dirais pas qu'elle me ment, mais elle ne me donne pas toute l'information. En Haskell, les signatures des fonctions donnent beaucoup plus d'informations sur ce que la fonction fait. Fait que ça aide beaucoup à raisonner sur ce que fait un programme aussi. Est-ce que ça... Oh, oui, c'est clair, merci. Maintenant, je vais parler quand je parlais de séparation des effets de barre, je vais parler du type IO. En Haskell, il y a un type, en fait c'est un IO-A, comme le list A tantôt, c'est un IO polymorphique qui prend n'importe quoi. Fait, pour donner un exemple, je vais expliquer ce que cette fonction-là fait. PutString, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend un string, puis elle retourne une action IO unit. Ça veut dire que unit, c'est rien partout. C'est juste... il y a juste une seule valeur de unit, c'est juste pour dire qu'elle fait. Mais ça, ici, ce que ça dit exactement, c'est que le type IO. Fait en gros, cette fonction-là, IO, c'est pour input, output, elle a des effets de barre. En fait, elle a des effets de barre parce que je sais qu'en voyant le type IO,
elle fait quelque chose. Supposons que j'ai getLine. Ici, ce que ça dit, c'est IOString. Ce que cette fonction-là fait, c'est c'est une action IOString. En fait, je vais définir la notion de action. C'est que ici, IOString, getLine, c'est pas un string qui me retourne. C'est une action que quand je l'exécute, ça va me retourner un string. Fait en gros, c'est là qu'on twiste un peu la notion de purement fonctionnel. C'est qu'ici, putString, si je donne le même string, il va toujours me retourner la même action. Les effets de base de cette action-là vont peut-être avoir changé, mais l'action elle-même va tout le temps être la même. Dans le cas, par exemple, la signature du main, c'est IOUnit, parce que le main ne retourne rien. Tous les programmes en Haskell ont un point d'entrée main. Ici, putString ln c'est juste newline, hello world. Fait que ce que cette valeur, ce que cette action-là fait, c'est une action qui, lorsqu'elle est exécutée, va imprimer dans la sortie standard le string hello world. Fait que c'est la notion d'action, mais il y a quelqu'un qui est allé voir dans les tréfonds du compilateur qu'est-ce que le type IO voulait dire, puis ils se sont rendus compte de quelque chose de quand même intéressant, c'est un peu spécial. C'est que si on regarde pour le compilateur, le type putString, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un string, il prend l'ensemble de l'univers, toute la réalité au complet, la galaxie, toute la réalité, puis il retourne une réalité. Fait que ce que la fonction fait, elle prend un string, elle prend tout l'univers, elle crée une copie de tout l'univers, mais dans lequel le string est imprimé à l'écran, puis elle détruit l'ancien univers. Fait comme quand tu as le type IO, tout l'ensemble de l'univers est un paramètre de ta fonction, la fonction est pure. C'est pratiquement pseudo-philosophique, mais d'un point de vue de la sémantique de ce que ça veut dire, c'est vraiment ça que ça signifie. Donc, en gros, le type IO est un peu magique, si je pourrais dire, parce que il fait des choses ou autres, puis j'ai une définition très très précise de magique. Quand je dis magique, c'est que c'est une primitive du compilateur. C'est quelque chose qu'un programmeur ne pourrait pas faire lui-même. On ne pourrait pas, en tant que programmeur Haskell, créer un type IO. Mais IO, c'est IOA, c'est un IO polymorphique. Fait qu'on va avoir un IO int, un IO bool, un IO blabla database, je sais pas trop quoi pour retourner de valeur. Fait qu'en gros, le type IO peut avoir des actions qui vont retourner n'importe quoi, mais on ne pourrait pas le créer. Mais ça veut aussi dire que ça revient à ce que je disais tantôt, s'il n'y a pas IO dans la signature d'une fonction, ça veut dire que la fonction n'a aucun effet de bord. Ça veut dire que la fonction ne fait rien du tout d'autre que de jouer avec ses paramètres. Fait qu'encore une fois, ça augmente encore la capacité que tu as à réfléchir sur ce que fait un programme. Puis pour ce qui est du main, c'est que tous les programmes Haskell fonctionnent avec une petite couche IO au-dessus, une coupe de types et de valeurs qui manipulent des IO, puis toute la structure en bas qui va être dénuée d'IO, qui n'aura pas d'effet de bord ou autre. Donc, c'est vraiment une grande division. Encore une fois, ça augmente la capacité qu'on a à réfléchir sur ce que fait un programme. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que le but, quand tu écris un programme Haskell, c'est d'avoir le moins de IO possible? C'est effectivement. Le but, c'est pas de ne pas avoir de IO, parce que tu as la boîte noire qui chauffe, là, mais vraiment d'essayer de restreindre le plus possible le IO au même puis à ses environs. Donc, par exemple, tout ce qui est avoir la poignée de la base de données, manipuler des trucs, comment que les nombres aléatoires, ça fonctionne en Haskell, c'est qu'un nombre aléatoire, ben, c'est pas pur, ça veut bien qu'il vienne de quelque part. Fait qu'en fait, tu as une fonction qui prend un seed puis qui retourne un autre seed. Fait que si dans ton programme Haskell, tu veux avoir des nombres aléatoires, tu vas au début, dans ton main, demander, utiliser une fonction IO, random IO. Le nom, c'est random IO pour vrai. Puis, ce qui va te retourner, c'est un seed qui va demander au système d'exploitation ou autre. Puis ensuite, ce seed-là, tu vas le passer à tes fonctions ou autres avec une fonction chaotique, c'est-à-dire que la moindre petite différence, ça fait rapidement des gros effets. Là. Fait qu'en gros, tu vas tout le temps générer. L'aléatoire, en gros, va partir d'un seul seed, puis après ça va être une fonction cryptographique qui va générer des nouveaux seeds à chaque fois que tu vas le faire. Fait que c'est vraiment essayer de limiter puis de concentrer tous les effets impurs. Mais ça veut aussi dire que j'ai une exception, mon programme crash, d'autres choses comme ça. C'est assez limité, là. Ces erreurs-là peuvent seulement venir
la petite couche impure que j'ai par-dessus. Quand je dis impur, c'est un abus de langage. C'est pas impur, hein, on fait de la magie ici. Mais c'est ça, donc c'est vraiment de limiter les effets de bord le plus possible, vraiment à la couche supérieure du langage. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette idée-là? Non? OK. Je parle ensuite de type class. C'est ce qui permet de faire des contraintes polymorphiques. Pour ceux qui ont fait du Java ou du C#, ça ressemble aux interfaces. Ça ressemble, puis pour toute bonne chose, on peut considérer au début que c'est pareil. C'est pas pareil, il y a des différences. Mais que c'est pareil vraiment aux interfaces des comportements en Java et C#. Donc on va aller voir dans la doc officielle d'Haskell quelques exemples. On va aller voir les exemples que j'ai parlé en dessous. Donc ça va me permettre entre autres de présenter... là, je pense que ça va peut-être voir. Projecteur. Fait qu'on va aller voir la doc Haskell, donc ça ressemble à ça. Je peux zoomer. C'est mieux? C'est beau. Ouais. OK. Bon. Fait ici, c'est une type class, EQ, qui définit l'égalité. Fait en gros, ce que c'est une type class qui contient deux fonctions, égal et différent de. Oui, le différent de, au lieu d'être point d'exclamation égal, c'est le slash égal, parce qu'il n'y a pas de. En C++, c'est assigné et divisé, mais il n'y a pas d'assignation, donc c'est pas grave. Puis ça rappelle un peu plus le symbole mathématique du égal avec une barre au milieu. Ce que ça dit, c'est qu'il y a une définition minimale, c'est que j'ai besoin de définir cette valeur-là ou cette valeur-là. Parce qu'en gros, les deux peuvent se définir l'un à l'inverse de l'autre. Donc, c'est ça. Puis ici, on a une liste de toutes les instances qui implémentent le type EQ, donc comparable. Ça, c'est un exemple genre simple. Mettons, je prends ordinable, donc je définis un ordre à l'intérieur d'un type. Ici, j'ai seulement besoin de définir la fonction soit compare, qui prend deux valeurs et qui retourne un ordre. Ceci, un ordre, c'est quoi? Ah, ben, c'est un type qui est soit plus petit que, égal ou plus grand que. Donc, on représente la grandeur avec un type somme qui va être une de ces trois valeurs-là. Ou la fonction plus petit ou égal, puis ensuite, avec les négations ou autres, on a un ensemble adéquat, puis on peut définir tous les autres opérateurs habituels. Puis ici, c'est l'ensemble des fonctions qui sont définies encore une fois l'ensemble. Fait que ça. Fait que là, on adapte, ça va. Puis je vais vous présenter le code un peu plus funky. Un monoïde. Bon, fait que c'est quoi ça, un monoïde? Ben, un monoïde, on va aller voir en fait. Qu'est-ce que c'est un monoïde? Bon, ça implémente mempty, un élément identité, puis mapend, quelque chose qui prend deux éléments du même type et qui le retourne. En fait, ce que c'est, la fonction mapend, c'est une fonction qui prend deux éléments d'un type et les écrapoutit en un seul. C'est un élément de fusion, si je pourrais dire. Puis le mapend, le mempty, c'est un élément identité. Donc, si je donne à mapend la valeur de mempty d'un bord ou de l'autre, ça va me retourner l'autre valeur. Puis là, entre un principe vraiment intéressant pour les type classes qui n'existent pas dans les interfaces, c'est le principe de loi. Beaucoup de type classes possèdent des lois. Ça veut dire que c'est certaines propriétés que possèdent les fonctions, puis que toutes les instances se doivent de respecter pour être une instance valide. Quand je dis une instance valide, il n'y a pas de check pour vérifier que ton instance respecte tes lois. Mais si tu as fait une instance qui ne respecte pas les lois, ils vont planter dans le code de n'importe qui d'autre. Par exemple, ici, la fonction mapend, si je donne le mempty puis le x, elle me retourne le x comme ça. Ici, c'est la commutativité, l'associativité. Puis ici, c'est une autre loi. Fait en gros, c'est ça. Donc, pour beaucoup de type classes, encore une fois, les type classes possèdent des lois. Ce qui fait que quand on réfléchit au programme, ça augmente encore une fois la capacité qu'on a à réfléchir de comment le programme fonctionne. Puis si vous dites, bon, un monoïde, c'est quoi ça, c'est en l'air? Ben, si on réfléchit un peu, une valeur d'identité, puis une capacité d'accumuler des valeurs. C'est un accumulateur, ça. Puis en fait, le monoïde représente, c'est la représentation de l'idée d'un accumulateur, d'une valeur qu'on va accumuler ou autre pour obtenir un résultat final. Donc, c'est vraiment très très intéressant cette façon-là de représenter les choses, parce que ça veut dire que je peux créer une fonction qui prend un monoïde en paramètres, puis qui s'en sert comme accumulateur. Ça veut dire qu'après ça,
cette fonction-là peut prendre n'importe quoi qui se comporte comme un accumulateur, puis le traiter quand même en utilisant les fonctions m'append et m'empty. Donc, ça permet vraiment d'avoir des interfaces très très générales qui fonctionnent pour des cas très très larges. Bon, pour ce qui est du nom bizarre de monoïde, c'est que c'est pas un secret. Les Haskellers, ils aiment ça, les maths. Puis ben, en maths, il existe de quoi qui s'appelle un monoïde, puis ça fait ce qu'on veut. Fait qu'on va prendre le même nom. Fait que tous les noms bizarres qu'on peut entendre, monoïde, transparence référentielle, monade, foncteur, c'est tous des trucs que, il y a de quoi en maths qui existe qui fait la même affaire, fait qu'on va donner le même nom. Puis ils n'ont pas cherché plus loin. C'est très très simple. Un autre exemple de type class, c'est le foldable. Ça, ce que c'est un fold, c'est que ça prend une valeur de A. Ça prend une fonction qui prend une valeur de A, une valeur de B, et retourne un B. Ça prend un B. Ça prend un... Imaginez que T, c'est une liste. Pour le bien de la cause. Ça prend une liste de A, et ça retourne un B. Fait en gros, ce que ça prend, c'est une structure de données, une fonction. Ça va écrapousser la structure de données pour retourner un résultat final. Peut-être ceux-là qui connaissent ça s'appelle un fold. En Python, ça s'appelle un reduce. En C++, ça s'appelle un accumulate. Il y a plein de noms à ça, mais c'est toute la même idée. Puis encore, qu'est-ce que c'est ça, fold map? C'est une fonction qui prend un A, qui retourne un M, qui est un monoïde, qui prend un truc de A, qui retourne un M. Ah ben, c'est exactement ce que je disais. C'est une fonction polymorphique qui transforme tous les éléments d'une structure de données en monoïde, puis qu'après ça, elle utilise le fait que ce soit un monoïde pour tout l'accumuler en une seule valeur. Ça ici, ça permet de présenter le M ici a la contrainte qui doit être un monoïde. Fait qu'en utilisant la vraie signature des fonctions, on est capable de définir des contraintes sur nos valeurs. Maintenant, je vais présenter un autre exemple qui est un foncteur. Encore une idée Ruby, un nom mathématique rigolo. Que ça, ce que c'est, ça représente une seule fonction. Ça prend une fonction d'un A vers B. Ça prend une structure F qui est un A. F, c'est le foncteur. Puis ça retourne un F de B. Donc, en gros, un foncteur, ça peut être... C'est très très grossier et pas exact, mais comme un genre de contenant. Et ça peut être une liste, un set, ça peut être n'importe quoi qui pourrait être un contenant, comme ici. Il y a quelques exemples autres un peu étranges qui sont pas ça, mais c'est une façon simple de voir. Ce que ça fait, ça prend une fonction, puis ça la soulève d'un contenant. Fait qu'en gros, quand je suis un foncteur, ça veut dire qu'on peut appliquer une fonction par-dessus moi aux éléments que je contiens. Encore une fois, ça c'est extrêmement très général comme pattern. Fait que ça permet de faire vraiment des applis et des librairies vraiment très très générales qui vont être très très faciles à réutiliser dans beaucoup de cas parce que ça va être extrêmement polymorphique et général. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller cliquer ici parce que dans toutes les librairies Haskell, on peut aller voir la signature dans le code source de la librairie standard, comment c'est implémenté. Bon, dans le cas de la tech ici, ça c'est comment on définit une instance pour une classe. Je vais juste remonter un peu pour montrer de quoi d'autre. C'est comme ça qu'on définit une classe. Classe foncteur F. Donc, la classe qui est un foncteur. F est un foncteur quand il respecte where, il définit cette fonction-là. Puis ici, cette fonction-là est définie en termes de cette fonction-là, fait qu'on peut juste définir celle-là. C'est comme ça qu'on définit une type class. Puis ici, c'est comme ça que... Ah, j'ai bouché. Ah, je vais juste faire ça. Il finit map. Dans le cas de map, c'est parce que la fonction map pour les listes existait avant le fmap pour les foncteurs. Fait que si je vais cliquer ici, je vais aller voir. Donc, comment elle est implémentée, mettons, la fonction map, c'est qu'elle va prendre, dans le cas d'une liste, elle va appliquer la fonction à la tête de la liste, elle va retourner la queue, mais ce qui était plus important, c'est que je vais présenter ici l'instance. Tu fais instance, la classe que tu veux implémenter, le type qui va implémenter cette classe-là, where, puis ensuite tu définis les fonctions qui sont le minimal requirements. Fait que ça, c'est comme ça que fonctionnent les type classes, c'est comme ça qu'on peut définir des comportements ou autres, puis certains polymorphismes. On peut avoir des type classes qui vont elles-mêmes dépendre de d'autres type classes au-dessus pour avoir une hiérarchie de comportement. Et ça permet vraiment d'avoir une appli très très polymorphique. Mais le fait que ces type classes-là aient des lois, je ne vais pas montrer, mais les foncteurs eux-mêmes ont des lois. Ça fait que quand on réfléchit sur le programme encore, ça aide énormément à comprendre ce qui se passe.
Juste avant que je passe à la suite, est-ce qu'il y a des questions sur les type classes? Une petite différence, c'est qu'avec les interfaces en orienté objet, c'est que tu définis ton interface, puis après ça, tu crées un objet, puis quand tu crées la définition de ton objet, tu implémentes ton interface. Ça fait que, mettons que j'ai une librairie en Java, je pense pas. Si je définis une librairie et que je définis des interfaces, je ne peux pas les implémenter, les interfaces, pour des trucs de la librairie standard. En Haskell, la définition des... Les type classes sont séparées, puis l'implémentation sont séparées du type. Donc, si je crée une librairie, puis que je crée des type classes, je peux implémenter mes classes pour les données de la librairie standard. Fait que puis, pas juste ça, je peux implémenter aussi les données pour d'autres librairies, d'autres choses. Fait que dans l'écosystème, quand il y a une type class, tu peux la définir pour les autres librairies et la librairie standard, ce qui est encore une fois la cohésion de comment tu es capable de composer avec plein de petits morceaux que tu prends un peu partout pour construire un programme. On arrive à une autre particularité de Haskell, le fait que ce soit paresseux. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis que Haskell est un langage paresseux? Je vais donner un exemple. Supposons que j'ai le code suivant. J'assigne à A 3 plus 4, j'assigne à B 1 plus 2, j'assigne à C A plus B, puis je prenne ça. Bon, dans un langage strict, c'est l'inverse de paresseux. C'est juste l'inverse. Ici, A va être égal à 7. La valeur de A va être 7. Ici, la valeur de A va être 7, la valeur de B va être 3. La valeur de A va être 7, la valeur de B va être 3, la valeur de C va être 10, puis ici, on prend 10. Dans un langage paresseux, qu'est-ce qui se passe? A est égal à 3 plus 4. Fait que dans le fond, au lieu de réduire l'expression puis de l'assigner à la variable, je vais assigner l'expression elle-même à la variable sans l'évaluer. Ensuite, A va être égal à 3 plus 4 encore, B va être égal à 1 plus 2, A va être égal à 3 plus 4, B va être égal à 1 plus 2, puis C va être égal à A plus B. À ce moment-là, C, c'est pas encore c'est quoi A puis c'est quoi B. En fait, C, c'est quoi A et c'est quoi B, mais c'est pas ce qu'il y a dedans. Puis là, quand j'arrive ici que je fais prime C, ce qui se passe, c'est ça. Au début, j'ai 7, C est égal à A plus B. Puis là, il se dit, j'ai besoin de la valeur de A. Fait qu'est-ce qu'il fait? Il va évaluer A. Il fait A est égal à 3 plus 4. J'ai besoin de la valeur de 3 plus 4. C'est 7. Après ça, il dit, j'ai besoin de la valeur de B. Fait que la valeur de B, c'est 1 plus 2. Après ça, il dit, j'ai besoin de la valeur de 1 plus 2, c'est 3. J'ai besoin de la valeur de 7 plus 3, 10. Donc, en gros, au lieu que les expressions soient évaluées dans l'ordre dans lequel tu les écris dans ton code, ils sont évalués dans l'ordre dans lequel le programme en a besoin. C'est-à-dire, quand tu commences ton programme en haut, IO, dans ton main IO, à un moment donné, il va forcer que j'ai besoin de telle valeur, puis là, il va commencer à calculer en rebond, en allant vers la profondeur du programme, toutes les valeurs dont il a besoin. Ça fait que si tu as une valeur qui est inutile, que tu t'en sers jamais pendant l'exécution de ton programme, il l'évaluera pas. Fait que ça permet de sauver certains calculs difficiles ou autres si tu en as besoin. Et aussi, ça permet de faire certaines... je vais passer à diapositive souvent, je vais le montrer. Tadadam. Ça permet entre autres, par exemple, de faire des structures de données infinies. Ici, j'ai la vraie définition de la liste en Haskell. C'est crochet A, pour dire une liste de A. C'est soit une liste vide ou un A concaténé avec une liste de A. Mais ce qui est spécial ici, c'est que cet opérateur-là, il est paresseux. Comme le reste, comme toutes les bindings. Fait que si je demande la tête d'une liste, si je demande la tête, il n'évaluera pas le reste de la queue. Mais ça veut dire que la queue peut être infinie. Fait que si je vais demander une version performante de Fibonacci, ou plus performante, c'est quoi la suite de Fibonacci? Ça commence par 0, ensuite 1, ensuite zip with plus. Zip with plus, ce que ça prend, c'est que ça prend deux listes, puis ça pogne terme à terme, donc élément par élément de la liste, puis ça les applique à la fonction pour créer une nouvelle liste. Fait qu'en gros, j'additionne tous les éléments, terme à terme, de la liste de Fibonacci et de la queue de la liste de Fibonacci. Donc, c'est la liste sans la tête. Fait que ce que je fais ici, c'est que je pogne 0, la liste ici va commencer par 0, puis la liste ici va commencer par 1. Puis là, j'additionne tous les éléments terme à terme. Mais ça, c'est l'élément d'avant plus l'autre élément d'avant.
c'est la définition de la liste de Fibonacci. C'est des exemples académiques, mais c'est pour montrer des trucs simples. Fait en gros, ce que je fais là, c'est que je suis en train de construire une liste infinie qui contient tous les éléments de la liste de Fibonacci. Dans n'importe quel autre langage, ça ferait une boucle infinie puis on explose. Pas en Haskell parce qu'il est paresseux. Avec la liste standard. Tu as ce qui s'appelle des strings, mettons en Python ou autre, mais c'est pas tout le langage qui est défini comme ça. Ici, c'est tout le langage qui fonctionne de cette façon-là. Mais mettons que je demande les 10 premiers éléments, ce qu'il va faire, c'est qu'il va calculer les 10 premiers éléments, puis il va se rappeler que pour calculer la suite, c'est avec cette affaire-là. Donc, c'est vraiment paresseusement qu'il va créer des éléments au fur et à mesure qu'il en a besoin, puis il va s'arrêter. C'est la même chose. Je peux avoir des sets infinis, des maps infinis, des graphes infinis, n'importe quoi que tu veux infini, parce qu'il va juste les évaluer au fur et à mesure qu'il a besoin. Fait que ça permet certaines manipulations, certains trucs ou autres. Juste comme ça a l'air wow, mais pas si utile que ça, mais il y a des cas où c'est vraiment pratique de pouvoir manipuler une structure infinie. Évidemment, il ne faut pas que tu l'évalues au complet. Si tu essaies d'évaluer tous les éléments, ben là, ça fait une boucle infinie, puis ben, ton programme, il est parti. Mais tu fais pas ça. C'est juste ça. Donc, c'est quoi les outils en Haskell? Donc, c'est quoi le tooling du langage? Bon, le compilateur, c'est GHC. C'est pour le Glasgow Haskell Compilator, ou quand tu es de bonne humeur, le Glorious Haskell Compilator. Mais c'est un peu vaniteux. Puis en fait, historiquement, il y a eu d'autres compilateurs, mais le GHC recevait plus de travail, avançait plus vite, donc les autres compilateurs ont été un peu délaissés. Fait que GHC est devenu le compilateur de facto. Il y a un standard Haskell 98, Haskell 2010 que le compilateur implémente, mais il y a des extensions particulières qu'on peut activer. On peut activer des extensions du langage qui ne sont pas dans le standard ou autre, mais que le compilateur respecte. Fait que dans le fond, c'est le compilateur de facto, je peux dire. Ensuite, pour le build system gestion des dépendances, c'est cabal install et ou stack. Pourquoi il y en a deux? C'est parce qu'en fait, en Haskell, il y a deux bases de package. L'équivalent, le dépôt de paquets que tu vas chercher pour ton logiciel. Il y a Hackage, que c'est le Welcome to the Jungle. C'est-à-dire, tout le monde ensemble font tous leurs trucs dessus, ils mettent les versions. C'est vraiment l'écosystème vivant qui évolue. Puis il y a un deuxième qui s'appelle Stackage, que ça, c'est une snapshot de plein de librairies qui sont toutes stables ensemble. Donc, c'est une garantie de stabilité, que tout build ensemble, qu'il n'y a pas d'incompatibilité ou de dependency hell. Donc, c'est vraiment. Fait qu'en fait, la raison, pourquoi il y en a deux encore, c'est que si tu es un développeur d'application, Stack va être plus intéressant pour toi parce que c'est une version stabilisée d'un ensemble de librairies qui garantit de tout construire ensemble WoW. Donc un peu c'est la version sur le support long terme WoW, je sais que ça bouge pas, je sais que j'ai des trucs fixes ou autre. Tandis que si tu développes une librairie, tu vas utiliser cabal install parce que là, tu vas être vraiment au cœur vivant de l'écosystème, tu vas être en relation avec toutes les autres librairies dans leur dernière version. Il n'y a pas de fragmentation en vérité parce que Stackage, c'est juste un miroir vers Hackage. C'est vraiment juste un miroir vers des paquets de Hackage qui buildent ensemble. C'est vraiment juste pour les applications, puis pour les librairies, puis c'est séparé. Pour ce qui est pour programmer en tant que tel, il y a plusieurs éditeurs de code qui sont possibles. Premièrement avec Vim, Emacs, évidemment. Atom, que moi j'utilise personnellement. Sublime Text, VS Code. Bon, ceux-là qui sont des fans d'IDE, il y a un plugin Eclipse mort depuis quelques années. Il y a un plugin Visual Studio aussi mort depuis quelques années. Il y a un plugin IntelliJ pas du tout mort et très vivant, donc c'est ça. Fait que pour ce qui est de vraiment les gros full-blown IDE, il y a pas mal juste IntelliJ quelque chose. Il y a une idée en Haskell qui s'appelle Lexa, mais sa stabilité ou autre, puis juste force de développement, il y a presque personne qui travaille dessus. Donc c'est ça, mais pour les éditeurs de code, il y a deux outils qui s'appellent GHC Mode, qui est multi-éditeur, puis Entero, qui est multi-éditeur, mais qui est premièrement développé pour Emacs, donc qui marche vraiment très bien dans Emacs. Puis en fait, ces deux outils-là, c'est des outils que l'éditeur de code va aller se brancher dedans, puis ça va donner l'autocomplétion, la signature des fonctions, le go-to-definition. Donc beaucoup de fonctionnalités qu'on attend d'un IDE ou autre vont être dans ces outils-là, puis les éditeurs de code vont se brancher à l'intérieur pour les utiliser.
Donc, c'est ça, c'est les différents outils. Je vais vous montrer un exemple de code avec des exemples concrets de trucs que je parle. Pour Stackage, c'est quoi à peu près le temps que ça met à sortir une nouvelle version de Bundle? Ils sortent quand même régulièrement, presque à toutes les quelques semaines ou autres, ils avancent. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est que pour Stackage, c'est quand tu as une nouvelle version d'un programme qui sort, ils vont checker est-ce que ça a brisé l'API. Est-ce que ça a brisé la compat? Puis si ça ne la brise pas, ils vont juste le pull en incrémentant une version mineure de Stackage. Une Stackage, il y a une version majeure et une version mineure, puis on peut augmenter les versions mineures en continu, parce que tant aussi longtemps qu'il n'y a pas d'API qui brise ou autre, puis quand à un moment donné, il commence à avoir plusieurs librairies qui commencent à API ou autre, ils vont incrémenter la version majeure de Stackage, puis là c'est le bon à la prochaine version. Donc c'est quand même assez rapide, parce que des versions majeures, de toutes, ils n'en sortent pas continuellement. Là, je vais vous montrer un exemple de jeu d'échecs. Ça, c'est Atom. Oh mon Dieu, c'est horrible. Ah, là, tu les attends. Non, j'aime ça le thème noir, moi. Mais ça rend vraiment pas bien. C'est pas ça. Voyez-vous quelque chose? Change le terme, juste Je pense que je vais aller dans mes préférences, je vais aller modifier le thème pour genre un truc vraiment clair. On va voir ça. One light. Mieux. Mes yeux brûlent, mais on voit vraiment mieux. Fait que, ouais, je vais regarder ça comme ça. Bon. Fait que ça, c'est un petit jeu d'échecs que j'ai fait pour le fun à un moment donné. J'avais fait au début le plaisir, quand j'ai décidé de le présenter, j'ai fait un peu de ménage. Fait qu'au début, il y a une fonction, comme dit, il y a une fonction main, mais il y a aussi un module main qui va être le point d'entrée d'exécution de Clip-on Haskell. J'utilise le module et main. Je fais quelques imports. Ici, je peux importer d'un module des fonctions précises. Je peux importer un module avec un alias. Je peux importer tout un module au complet. Quelques exemples. Ici, c'est ce que j'arrive. Ici, j'ai un type synonyme que je dis qu'une paire d'entiers, c'est une coordonnée. Un map de coordonnées vers des pièces, c'est un board. Dans le fond, mon programme d'échec, ça ne sera pas vraiment une matrice, ça va être un map de coordonnées vers la position des pièces. Ici, je me définis un type de données color, qui est soit blanc, soit noir. Je définis une instance de show pour color. Show, c'est je peux l'afficher, tout simplement. Puis la type class show contient une fonction qui s'appelle show. Puis en fait, je vais pattern match sur une couleur. Je veux dire, si c'est blanc, imprime blanc. Si c'est noir, imprime noir. Ici, je crée une instance de l'égalité. Ici, je définis c'est quoi un type de pièce. C'est soit un pion, un rook, un knight, un bishop. J'ai montré mon code à des programmeurs Haskell en anglais pour savoir si ça avait de l'allure. J'ai tout traduit, c'est pour ça que les termes sont en anglais. Puis là, ici, c'est quoi ça au bout? Deriving EQ. Ben, en fait, en vérité, les deux instances que j'ai créées ici sont inutiles. Ça ne va rien pantoute. Parce que, en Haskell, tu peux utiliser à la fin de ton type de données, faire un deriving, puis dériver automatiquement certaines instances. Comme tu peux dériver le EQ, ce qu'il va faire, c'est qu'il va générer l'instance tout seul, puis l'instance que ça va être, c'est simplement comparer récursivement les éléments, genre le constructeur extérieur, voir si c'est pareil. Tu peux derive show, que encore une fois, là, il va carrément juste parser comme si c'était un string pour l'afficher. Tu peux deriver ORD, que là, ça va être le plus petit élément, puis ça va être le plus grand élément. Donc, de la gauche vers la droite, c'est comme ça qu'il va tenir la taille. Fait que pour les instances les classes les plus simples, l'égalité, l'ordre, l'affiché, tu peux générer automatiquement les classes. Donc, ici, c'était juste pour démontrer un exemple simple. Ici, je définis, là, c'était un type de pièce, mais je définis ici une pièce, c'est quoi? Une pièce, c'est cette syntaxe en particulier-là, ça s'appelle des enregistrements ou record en anglais. C'est que dans le fond, pour les composantes, une pièce, c'est un type de pièce et une couleur. Je définis une fonction, un raccourci en fait, pour quand j'ai une pièce, si je fais type P sur la pièce, ça va me retourner le type de pièce. Fait que c'est juste un raccourci pour accéder aux éléments sans avoir besoin de tout le temps pattern match dessus pour le déconstruire. Ici, je fais quoi d'intéressant?
je définis une instance de showPièce, mais qui n'est pas l'instance de base. C'est pas l'instance qui aurait été générée automatiquement. Donc, ici, je définis que si c'est... Ah, c'est dommage, parce que ça, c'est... la convention syntaxique est mieux, comme il faut en tout cas. Mais c'est ça. Puis, dans le fond, si c'est une pièce, si on regarde pièce, c'est quoi? C'est un type de pièce avec une couleur. Si c'est un roi noir, c'est RB, et ainsi de suite. C'est comme ça que je définis l'instance. Là, ici, je définis une fonction, change color, une couleur d'une couleur, c'est juste l'inverse. Là, ici, c'est la fonction qui print un jeu d'échecs en console. Vraiment très, très user-unfriendly. Il faut que tu rentres les coordonnées texte. C'est vraiment pas le fun. Je l'ai testé match, puis tu peux gagner. Mais ça, c'est sa prime terminale. Ça, c'est le board, le map de départ. C'est une fonction qui vérifie si une coordonnée est à l'intérieur du board de jeu. Ici, je définis un mouvement valide. Fait que si je donne une pièce, je donne 2 coordonnées. Puis je regarde pour chacune des pièces, c'est des petites formules pour vérifier que les mouvements d'échecs sont valides selon les règles. Puis ici, ce que ça dit, ça, c'est dans le fond, si tu as une pièce qui est un rook, je m'en fous de savoir c'est quoi sa couleur. Parce que peu importe la couleur, ça va être les mêmes règles. Donc, ça permet ici d'ignorer une partie d'un match quand tu regardes la structure d'un type. Ça permet d'ignorer une partie en disant je m'en fous de ce que là, match pareil dessus. Ici, ça vérifie si le. Ici, ça vérifie si je peux manger une pièce parce que les pions ne mangent pas de la même façon qu'ils se déplacent. Donc, je fais un cas particulier pour les pions, sinon c'est le même que pour les déplacements. Pour un mouvement valide, c'est une chose. Je vérifie, est-ce que les 2 coordonnées sont dans le board? Est-ce qu'il y a une pièce à l'endroit d'origine? Est-ce que la couleur du joueur présent, c'est la bonne couleur? Est-ce que la couleur s'il y a une pièce à la position que je m'en vais, est-ce que sa couleur est différente de la mienne? Parce que je ne peux pas manger mes propres pièces. Là, ici, c'est toute l'affaire qui regarde, est-ce que le mouvement vers cette pièce-là est valide? Puis ensuite, est-ce que le chemin entre moi et la position que je veux aller est libre? Donc ici, c'est une suite de conditions comme ça que je définis. Ici, c'est le code est un peu moins fier. C'est quand même pas si pire. Je vais essayer d'attraper ma barre de scroll. C'est pas si pire quand on sait ce que ça fait, mais j'aurais définitivement pu faire ça de manière plus claire. Ça vérifie que le chemin est libre. Donc en gros, c'est regarde pour toutes les positions entre celle-là et celle-là où tu veux te rendre, regarde s'il y a quelque chose dans le board. Puis après ça, si cette liste-là est nulle, donc il n'y a rien, tout va bien. Le chemin est libre. Par exemple, ici, c'est pour modifier, faire bouger une pièce. Là, ici, on arrive au moment spécial. Le petit bout, la petite couche, tout ce que j'ai montré à date, c'est tout du code peu. Ça, c'est le petit bout impur, le petit bout IO que je dis. Ici, quand je rentre dans le main, ce que je fais, c'est que je commence une game loop avec une fonction que j'ai appelée game loop. Et je commence avec le tableau de base, le board de base, puis la couleur blanche. Ici, ce que j'arrive, je vais de l'écran, j'imprime. Je reçois l'input ici de cette fonction-là. Je l'extrais comme ça. Puis là, ici, j'affiche tout le blablabla. Ensuite, je vais que les coordonnées sont valides. Bon, c'est quoi ça? C'est quoi do? Ben, en fait, dans le cas de IO puis de quelques autres cas, il y a une syntaxe spéciale, c'est du sucre syntaxique. C'est pas vraiment ça qu'il y a derrière, qui ressemble à la programmation impérative. Ça ressemble à une suite d'étapes comme ça. Mais en vérité, chaque étape dépend de la valeur d'avant. Puis, ce que ça fait, c'est que ça permet de chaîner une suite d'opérations comme ça. Dans ce cas-là, ici, c'est des IO. Fait que ce que je fais, c'est que je fais une chaîne qui dit tu fais ça, et avec la valeur d'après, tu fais ça, et la valeur d'après, tu fais ça, et la valeur d'après, tu fais ça. Fait qu'ici, ce que je fais, c'est que j'extrais le pattern-là du retour de cette fonction-là, get valid input, qui fait ces trucs. Ici, exactement ici, ces 2 endroits-là, c'est là que je parse quand le joueur rentre les coordonnées. Fait ici, on voit, ah, header. C'est quoi ça, header? Mais dans mon éditeur de code, quand tu mets ta souris sur une valeur, il te sort toute la définition, il te sort le Donc ici, le header, on voit que c'est une valeur polymorphique qui va prendre un A, qui va sur un A et un B, puis ce que c'est soit une valeur de A,
soit une valeur de B. Fait en gros, c'est vraiment d'avoir un type qui est une valeur ou une autre valeur. Puis dans le cas présent ici, je m'en sers pour gérer les erreurs. C'est qu'ici, avec read.io, ce que ça fait, c'est que si j'échoue à lire, à parser ce que je veux, c'est une sum exception. Si je réussis à parser ce que je veux, c'est une paire de int. Fait ici, c'est un exemple de la gestion d'erreurs. Comment je peux faire de la gestion d'erreurs en Haskell? C'est qu'au lieu de lancer une exception ou autre, je vais littéralement indiquer dans la signature de la fonction qu'il peut y avoir une valeur d'échec. Encore une fois, j'en parle souvent, ça augmente la facilité avec laquelle je réfléchis à une fonction. Parce que quand je vois une fonction que le type ailleurs, sumException in int, je sais que cette fonction-là peut échouer. Ça veut dire, je sais aussi que quand je reçois la valeur de retour, il faut que je vérifie avant est-ce que la fonction a réussi ou est-ce que la fonction a échoué. Fait que ça permet encore une fois d'être explicite et de réfléchir sur le fait qu'un code peut échouer. Ensuite, ici, je fais un pattern match sur les valeurs de retour. Le left, ici, c'est une valeur d'échec. Là, j'imprime que la position n'est pas valide, puis je refais le getValidInput. Encore une fois, ici, left. Ici, right, puis right, ça veut dire que les deux ont réussi, parce qu'il faut que les deux réussissent. Je vérifie si le mouvement est valide, puis sinon, je le retourne. Pourquoi ici, j'ai un return? Alors, le return qui est ici n'a aucun rapport avec le return dans tous les autres langages. En fait, c'est un peu triste. Il y a une fonction qui fait la même chose qui s'appelle pure, qui est plus représentative, mais les deux existent encore à cause de raisons historiques. Il y a quelques petits détails ou autres qui sont un peu des raisons historiques, mais c'est pas très grave, là. C'est surtout des valeurs de nom. En fait, ce que return fait, c'est qu'il va encapsuler une valeur pure, une valeur dans une structure. Ici, en fait, ma paire d'origine puis de finale, la position d'origine et la position finale, c'est des valeurs pures. C'est des valeurs qui ont été parsées ou autres que j'ai sorties, c'est des valeurs pures. Mais, tout le bloc ici, je fais un IO. Fait que je peux pas mentir. Je peux pas juste retourner ces valeurs-là en disant « Ah, il n'y a pas d'IO, tout va bien ». Même si les valeurs-là en tant que telles ne sont pas directement impures, le bloc lui-même est impur. Fait que return, ce que ça va faire ici, ça va l'encapsuler dans un IO pour que la clan, quand je vais retourner la valeur, sache que ça a l'air pur, mais j'ai fait des effets de barre pour obtenir ça. Et ça ici, c'est un exemple de cas où j'ai séparé, j'ai clairement identifié le fait que j'avais des IO. Fait qu'ici, dans le fond, tout ici, ce petit bout-là, puis même ici, ça, c'est pas fameux, c'est pas une très bonne pratique ici, mais je regarde la valeur de victoire à l'intérieur du IO. C'est pas une bonne pratique, c'est pas quelque chose qu'il faudrait que je fasse. Il faudrait que je sorte ça dans une fonction à l'extérieur. Fait que ici, c'est un bon exemple de cas où j'ai séparé les valeurs pures et les valeurs impures en différentes fonctions. Est-ce que dans le cas particulier du jeu d'échecs ou autre, est-ce que quelqu'un a des questions sur la façon dont je l'ai montré l'autre? Oui. Il se passe quoi quand il y a une exception qui est levée quand tu essayes de parser les coordonnées? Ça va me retourner un left exception. L'exception, elle ne monte pas magiquement en faisant exploser entre guillemets toute la stack. Elle va juste être mise dans la valeur. Ici, try origin, au lieu d'être un right pair de int, ça va être un left sumException. Puis ici, je vais le déconstruire. Donc, en gros, les exceptions, au lieu d'être une fonction, ne peut pas juste exploser puis retourner une exception sans le dire. Si elle peut retourner une exception, si elle peut échouer, il faut absolument que dans sa valeur de retour, elle soit explicite sur « Attention, je peux échouer ». Ça va forcer la plan à vérifier « Ça a-tu échoué? Est-ce que ça a réussi? » Parce que si ça a échoué, fort probablement qu'on va faire un traitement. Si tu t'en fous, tu peux appeler une fonction pour extraire de manière non sécuritaire, si je peux dire, la valeur. Mais dans ce temps-là, tu as des risques, ça peut planter ou d'autres choses comme ça, parce que il peut avoir des erreurs dans ce code. Tu peux appeler une fonction erreur ou autre, mais généralement, c'est considéré comme étant ce qu'ils disent du code smell. Quand quelqu'un regarde le code et voit que tu jettes une erreur ou autre, sans le préciser dans ton titre, il y a des chances que les gens choisissent de ne pas utiliser ta librairie parce qu'ils vont dire ton code n'est pas fiable. Là. Tu le dis pas là, que normalement. Mais c'est pas la différence, c'est que la façon la plus facile de faire,
c'est pas juste d'exploser. C'est là qui est encouragé, qui est poussé, c'est vraiment de retourner comme ça la valeur d'erreur. Ici, avec le left en général, dans le header, quand c'est utilisé pour faire la gestion d'erreur, le left est utilisé pour l'erreur, le right est retourné pour la bonne valeur. Tu as aussi une valeur qui s'appelle maybe at, que ça c'est soit nothing ou just at. Fait que c'est la même chose, mais dans le fond, la différence, c'est que quand, dans le cas où tu as un plantage nothing, tu ne retournes pas de valeur, tu vas juste dire nothing. Et dans ce cas-là, c'est quand tu n'as pas de précision particulière à dire sur ce qui s'est passé. Tandis que dans left, tu peux mettre une valeur qui va contenir l'erreur. L'exception ou un string qui va dire ce qui s'est passé ou quelque chose comme ça. Est-ce que quelqu'un a des questions? C'est comme ça que ça marche la gestion d'erreur en Haskell. C'est en étant explicite, puis en renvoyant par en haut les valeurs, en disant attention, je peux ne pas avoir réussi. Ok, et quand tu appelles either, le left et le right, c'est le type des deux expressions l'une après l'autre, c'est ça? Parce que là, tu vérifies. Le type ici, c'est un bon. Le IO, c'est parce que c'est une valeur, parce que ce truc-là, je vais le récupérer en faisant un getLine. Mais le header, le type, c'est un header some exception int int. Fait que dans le fond, le type lui dit je suis soit ça, soit ça. Ça, c'est ce que le type dit, mais la valeur, c'est soit une valeur de 1, soit une valeur de l'autre. Puis il faut que tu l'extrais pour pouvoir, mettons en pattern matchant, pour pouvoir voir qu'est-ce que c'est. Ok, puis le left et le right, tu sais, il l'attribue quand tu crées ta ligne data, ou est-ce que tu as either A, B. Ouais, c'est ça. Là, il dit A, il s'appelle left, puis B, il s'appelle right. C'est ça, c'est que dans ce cas-là, dans le type, le AB, la valeur de left, ça va être la valeur gauche du leader, la valeur de right, c'est la valeur droite du leader. Puis quand tu veux construire toi-même une valeur de ça, tu vas faire un right, puis tu vas mettre genre ton right de 12, je sais pas. Ok. La valeur de... Est-ce que c'est beau? Et ça, c'était un exemple de petit programme. Je ne le montrerai pas parce que vraiment, il marche, il compile, je l'ai testé, faites-moi confiance. C'est juste vraiment laid, c'est pas pertinent du tout parce que tu fais juste rentrer tes coordonnées à la main, puis c'est vraiment pas le fun à jouer dans le fond. Tu joues contre l'ordi ou contre... Non, je crois que j'étais un ordinateur, mais je l'ai pas fait. Ok, t'as pas fait une intelligence en arrière qui joue. Ça se fait très bien, je pourrais très bien faire une chose. C'est juste non. Donc, pour ceux qui sont intéressés à en apprendre un peu plus, je vais présenter quelques livres. Il y a le meilleur livre présentement pour apprendre Haskell, mais vraiment le meilleur livre de loin, c'est Haskell Programming from First Principle. Il coûte 60 $, mais le livre a environ 1200 pages. C'est un livre électronique, c'est pas un livre papier, c'est un livre électronique. Il y a 1200 pages, puis en fait, il couvre vraiment énormément de sujets. Là, j'ai pas beaucoup parlé de tests, mais par exemple, en Haskell, les tests, c'est vraiment bien. Parce que comme les fonctions sont vraiment des unités fermées, c'est vraiment très facile de faire des tests unitaires pour des fonctions. Puis même, il y a des techniques de tests plus avancées que dans d'autres langages. Puis par exemple, ce livre-là en parle, puis présente les tests unitaires. À la fin, il y a un petit projet. Puis surtout, il y a plein d'exercices dans le livre, ce qui fait que si on veut vraiment se pratiquer un peu, avoir un concept, on a de la matière. Un autre livre qui s'appelle Learn New Haskell for Great Good. Il est gratuit. Il existe en français, il est gratuit sur Internet. Mais malheureusement, lui, par exemple, il n'y a aucun exercice. Fait que, à la fois, tu avances, il t'explique les concepts, tu as des exemples de code, mais tu n'essaies jamais rien. Fait que tu fais comme ça. OK. Fait que c'est ça. Puis il y a un petit morceau à un endroit pas très important qui est obsolète. Ensuite, plus vieux, il y a Real World Haskell. Il est gratuit. Il donne quelques exemples de structurer de l'application, mais ce livre-là, il est quand même vieux. Date de 2008-2009, donc il y a des chapitres entiers qui sont obsolètes puis qui ne s'appliquent plus au Haskell de 2016-2017 maintenant. Donc c'est ça. Puis ensuite, oui, ce truc-là. J'ai trouvé un petit schéma, un petit graphique intéressant. Que c'est un genre d'échelle des connaissances de programmeur fonctionnel. Puis qu'en fait, dans le fond, c'est par catégorie novice, avancé, haute, c'est les concepts que tu as et les capacités. Fait que tous ces trucs-là, c'est vraiment large, il y en a vraiment beaucoup. La raison que je montre ça, c'est pour expliquer qu'Haskell, c'est vraiment un langage très riche, très profond, qui a vraiment
énormément de possibilités, puis on peut vraiment aller très très loin, puis utiliser des concepts très très avancés. C'est juste pour dire que dans ma présentation, j'ai vraiment juste gratté la surface de ce qu'on peut faire. On peut faire des trucs vraiment très très avancés, puis avec les types, on peut activer un gros paquet d'extensions qui fait qu'on a encore plus de... On peut encoder des éléments encore plus compliqués à l'intérieur de nos types pour réduire encore plus la marge d'erreur possible. Donc, c'est ça. C'est juste pour montrer un exemple. Puis la slide d'après, c'est les questions. Mais je vais juste dire une petite affaire avant. C'est que moi, quand on me présente une technologie et qu'on me dit c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est génial, wow, ça sauve le monde, je suis tout le temps un peu sceptique, je me dis tout le temps, mais fait que j'ai décidé pour bonne conscience, je veux dire les cas dans lesquels il ne faut pas utiliser Haskell, puis dans quel cas Haskell n'est pas adapté pour ça. Donc, Haskell, c'est un langage qui utilise un garbage collector, comme beaucoup de langages. Donc, puis c'est un langage de type stop the world. Donc, en gros, il y a des mini-pauses. Mettons, pour un programme qui a besoin d'une latence vraiment inexistante, comme un système temps réel, Haskell n'est pas adapté parce qu'il utilise un garbage collector. Donc, pour les systèmes temps réel qui peuvent vraiment, que même une fraction de seconde de pause, c'est inadmissible, Haskell n'est pas adapté. Haskell est rapide en tant que tel. Le langage de GHC, le code qui produit dans les taux de performance, c'est autour du Java et du C#. Du Haskell bien écrit, pas de bug, c'est autour du Java et du C#. Si tu l'enlaidis un peu en faisant certaines optimisations, tu peux t'approcher du C++. Puis, comme dans tous les langages, si ton code c'est de la merde, tu es capable d'atteindre des niveaux infinis de lenteur. C'est comme tu veux. Le langage n'est pas lent, mais il peut y avoir des micro-pauses pour le garbage collector. Puis évidemment, le langage avec un runtime. Donc, mettons, pour du complètement de l'embarqué, ou mettons, avec des contraintes de mémoire vraiment très très limitées ou autres, ou du code extrêmement performant, quand la performance avant tout, mais tu sais, performance du genre, ça faut que ce soit écrit en C++, évidemment, Haskell n'est pas adapté parce que sans être lent, c'est pas C, C++, évidemment, ou autre. Puis les abstractions, même s'ils augmentent énormément pour réduire les bugs, puis qui aident à réfléchir, ils ont quand même, dans certains cas, un coût de performance à avoir. Donc, ça verront Java autour des performances. Ça. Si c'est des cas où il ne faut pas utiliser Haskell, il faut utiliser quelque chose d'autre, comme vous voulez. Donc, c'est ça. Fait que, est-ce qu'il y a des questions sur la présentation générale, sur Haskell ou autre, si vous voulez voir des trucs, je sais pas. Est-ce qu'il y a des employeurs à Québec qui utilisent Haskell? Il n'y a pas d'employeur à Québec qui utilise Haskell pour autant que je sache. Puis c'est pas pour dire qu'il n'y a personne qui l'utilise. Je sais que, mettons, genre je donne des oiseaux à Portland, à Londres, il y en a, à New York, il y en a, une couple de places en Australie qui en a, une couple de places en Angleterre qui en a. Mais en général, comment ça fonctionne? C'est que, mettons, tu as plein de villes où tu n'auras personne qui va programmer en Haskell, puis tu as une ville où dans la même rue, tu vas avoir 7 startups qui l'utilisent, qui sont en train de faire du business. Et c'est vraiment des sections. Ou sinon, Facebook, il y en a. Google, il y en a où? Il y a Montréal, peut-être. Pour vrai, je n'ai pas regardé toutes les compagnies qui existent ou autres, là, mais peut-être qu'à Montréal, il y a une compagnie qui en fait. Je sais qu'à Chicago, je crois qu'il y en a aussi, puis toutes de villes au Canada. Parce que, je veux dire, je n'ai pas regardé toutes les offres de job de l'univers, c'est juste ceux-là que j'ai vu passer. Mais pour à Québec, je ne sais pas. Je pense que non. Pour Montréal, je sais pas, peut-être, mais il y a définitivement de la job où, mettons, il y a du travail remote work. Certaines compagnies acceptent. Vas-y. Au niveau de la documentation du code, j'imagine qu'il y en a moins dans d'autres langages, vu l'expressivité de la signature et des types. Pour ce qui est de la documentation, là, je triche un peu entre guillemets, parce que ça, c'est la librairie standard. C'est la librairie standard, c'est sûr qu'il y a beaucoup de commentaires. Dans Hackage, ça va du merveilleux au terrible. C'est quoi le merveilleux? Le merveilleux, c'est une librairie comme Vector, où toutes les fonctions sont toutes entièrement documentées, ont un exemple, puis on écrit même la complexité algorithmique de chacune des fonctions. Au plus terrible, où tu as une bunch de signatures, puis il n'y a rien d'écrit, quelqu'un juste... Hackage, il n'y a pas de...
à quel point il n'est pas curated. Tu peux arriver, tu peux domper ton code là, puis il n'y a personne qui va regarder. Là. Donc c'est ça. Fait. Mais l'avantage, c'est que, on va dire ça comme ça. Les signatures de fonctions en Haskell, même s'ils disent beaucoup plus que dans d'autres langages, le fait que tu peux regarder le code aussi directement depuis la documentation, c'est pas pire. C'est pas fantastique comme documentation. C'est pas génial. Mais c'est quand même mieux que pas de documentation du tout. Fait que ça fait quand même, t'as quand même même si c'est pas très haut, ben, quand même, t'as un plancher minimal de documentation où tu vas te dire, j'ai au moins les signatures qui m'expliquent qu'est-ce qui se passe. C'est le minimum que j'ai. Je sais que ces signatures-là ne me mentent pas, puis comme je pense que j'ai quand même réussi à le faire retranscrire, une signature de fonction en Haskell, ça dit beaucoup de choses. C'est ça, quand on a vu le début de ton exemple avec le jeu d'échecs, c'est comme si tu expliquais le jeu d'échecs à quelqu'un qui ne connaissait pas. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a telle pièce, les pièces se déplacent comme ça. Je t'ai retenu dans Il n'y a pas besoin de commentaires. Mettons, la description des données, mettons le jeu d'échecs par exemple, est vraiment très. J'ai pas d'objet d'encapsulation de méthode ou autre, c'est vraiment, j'explique vraiment le problème. Un type de pièce, un forme, ou c'est un ça, ou c'est un ça, ou c'est un ça. Je suis vraiment très explicite sur mes valeurs ou autres. Donc c'est pour ce qui est de la documentation, il y a quand même un seuil minimal qu'il y a. Puis en général, les gens sont pas trop mal. Il y a même des cas où la librairie est très bien documentée. Tu as même un papier de recherche, une publication de recherche qui explique tout le pourquoi, du comment, tu as des exemples, les premiers résultats ou autres. Fait qu'il y en a qui sont accompagnés de publications de recherche sur la librairie en question. D'un point de vue plus technique, le compilateur, il génère du bytecode dans une machine virtuelle ou est-ce qu'il génère directement du le compilateur a deux back-ends officiels, un back GHC, je parle GHC là, un back-end à lui-même, je veux dire en gros, qui est à l'intérieur de lui-même, qui va générer Windows, Mac, Linux. Puis il y a un back-end LLVM qu'il utilise pour l'embarquer. Il y a deux autres back-ends non officiels, GHC.js, qui permet de cracher du JavaScript. Fait qu'en gros, tu peux faire du Haskell, en back-end, comme tous les langages Ever. Ça va de la petite librairie HTTP WASP au Mega Framework, relativement à Haskell, au Mega Framework que Lévy inclut, Yezel, qui fait tout. Là. Puis pour le front-end, après ça, tu peux utiliser GHC.js pour compiler vers du JavaScript. Le seul problème de ça, c'est que parce que Haskell est paresseux, il est obligé de compiler certains morceaux du runtime Haskell lui-même en JavaScript. Donc, ton JavaScript qui sort, c'est le problème Haskell, plus certaines parties du runtime qu'il a besoin, parce que JavaScript n'est pas là par défaut. Donc, le code ne peut pas nécessairement être fantastique ou autre. Mais pour ça, il y a... Elm et PureScript, c'est des langages Haskell-like qui sont stricts. Ils sont pas paresseux, mais ils sont purement fonctionnels. Puis eux, c'est des langages spécialisés dans la compilation vers du JavaScript. La différence entre les deux, Elm, c'est vraiment une version simplifiée de Haskell. Ils ont pris Haskell puis ils ont enlevé un bunch de plein de fonctionnalités pour avoir un truc tout petit puis simple à comprendre. Puis l'idée, c'est qu'on peut refiler ça à un programmeur JavaScript, puis il va être capable de faire du code. PureScript, c'est un peu plus dans l'esprit de Haskell, dans le sens qu'il est plus complet, il est plus puissant, mais il reste quand même strict et pas paresseux. Ce qu'il y a comme particularité, fait qu'il peut compiler vers du JavaScript sans avoir à mettre une partie de sa runtime à l'intérieur. Donc, il y a différents back-ends. Puis il y a un back-end qui est sorti vraiment récemment, qui s'appelle ETA. Présentement, le compilateur JC dans la version 8. La version avant, c'était 7.10. Puis ETA est en 7.10, puis ça compile vers du bytecode Java. Donc, c'est ça. Un peu plus technique, le compilateur est capable de cracher sur plusieurs plateformes. Puis, comme dit, le code qu'il produit est en général c'est quand même performant. Vous dites, non, Java, c'est pas si lent que ça. Vous en faut être sérieux. Là. Puis, il n'y a pas la machine virtuelle qui tourne aussi. Oui. Ma question est double. Présentement, tu es étudiant. Oui.
Et deuxièmement, qu'est-ce qui a fait que tu es étudiant en informatique? Moi, je suis étudiant en informatique. Es-tu à la maîtrise ou... J'achève ma deuxième année de bac. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à Haskell? Ben, au début, c'était vers le début du cégep, il y a quelques années. J'avais commencé à apprendre le Java et tout. J'ai déjà fait un peu de Python encore 2-3 années en arrière, plus loin. J'apprenais Java. Puis au moment où j'apprenais Java, je suis sur le forum de... Je vais vous conter l'histoire, la vraie, là, sur jeuxvideo.com. Il y a un forum Linux, parce que ça faisait déjà un moment que j'étais sur Linux. Puis, il y a des gens qui se sont mis à parler d'un langage en particulier, puis ils disaient, ce langage-là, -là, c'est incroyable. Il y a des trucs super compliqués dans d'autres langages que j'aurais de la misère à faire. Je crache ça en une ligne, c'est super évident. Puis il y a des trucs super évidents dans d'autres langages que j'ai de la difficulté à faire. Puis, ce langage-là, ça parlait Haskell. Sur le coup, ça a piqué ma curiosité. J'étais allé voir. Fait que vraiment, au début, j'étais juste curieux. Puis l'idée vraiment de pureté, de code propre, puis la base mathématique, vraiment que ce soit solide, puis les fondements, c'est vraiment ce qui m'a gardé, ce qui m'a appelé ou autre. Puis juste, pour retourner à ce qu'il disait, quand tu parlais des trucs simples qui sont difficiles à faire, c'est vraiment, comparé en termes de code, Haskell est extrêmement rigoureux sur ton code IO, tu le sépares du reste. Puis c'est aussi sur le fait que c'est fonctionnel au lieu d'être impératif. C'est de façon différente. Fait que c'est comme ça. Donc, je suis un peu un cas particulier parce que j'ai vu le fonctionnel, j'ai appris à faire du fonctionnel environ en même temps que j'ai appris l'impératif, de l'orienté objet. Puis c'est le fonctionnel qui m'a marqué et qui m'a resté comme une méthode plus propre. Ça correspond mieux à la façon dont mon cerveau fonctionne, si je peux dire. Okay. Quand je vois dans ma tête. Donc, c'est comme ça. Par hasard. C'est ce que j'ai découvert. Est-ce que quelqu'un d'autre a d'autres questions? Tu nous as mentionné des livres comme référence. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus interactif qu'on pourrait faire? Avec des petits exercices en ligne ou des choses comme ça? Tu connais? Ben, déjà, comme je disais, le livre Haskell Problem from First Principle, tous les chapitres, il y a énormément d'exercices. Tu sais, quand je dis l'exercice, il y en a plein. Ça. Fait que c'est déjà interactif, mais sinon, tu peux toujours t'amuser, tu as les trucs du projet Euler, tu as un paquet d'affaires que c'est 99 Problems in Haskell, qui demande des trucs et des solutions. Est-ce que c'est ça que tu veux dire par le code plus interactif? Par exemple, quand j'ai appris Clojure, il y avait un site web où tu avais des petits problèmes qui étaient avec Clojure, avec un 4, là. C'est Clojure for de quoi de même. Ouais, c'est dans le genre. Ouais, c'est ça, il y a des trucs 99 Problems of Haskell. Ou sinon, on disait des exercices. Moi, je l'ai acheté, je l'ai lu. Je l'ai acheté, je l'ai lu au complet. J'avais déjà Haskell avant, j'ai déjà programmé, mais ça m'a beaucoup aidé à solidifier certains principes, certaines idées que j'avais. Le livre est vraiment excellent. L'auteur l'a écrit de frustration par rapport aux autres livres qui ne couvraient pas tout, sans problème. Donc, les essais-là, on va les chercher encore une fois. Peux-tu remettre l'adresse au cas où on ne la trouve pas nulle part? Alors, GitHub. Là, je ne l'ai pas enregistré, mais j'ai la présentation de mardi passé sur Twitch, où je dis moins d'informations parce que au moment où je commençais à présenter le jeu d'échecs, il y a un professeur qui m'a cogné à la porte pour le cours d'après. J'ai fait genre, un petit peu j'achète, puis je me dépêche. OK. Ça contient le jeu d'échecs, puis que j'ai. Le build system, j'utilise c'est Stack, pour les raisons que j'ai mentionnées, pour les transferts d'application, puis les slides de la présentation. OK. Au niveau des primitives du langage Haskell, est-ce qu'on a tout vu ou est-ce qu'il y en a que Primitives. les mots-clés de base de Haskell qui ne font pas partie de la librairie standard mais qui sont vraiment qui font la base du langage finalement? Les deux points, les déclarations d'interface. Vous avez pas mal vu le gros, mais mettons, par exemple, il y a beaucoup de choses qui dans d'autres langages sont des keywords qui en Haskell sont une construction du langage. Comme par exemple, le true puis false, c'est pas une primitive. C'est pas une primitive du langage, c'est un type sum. Data bool égale false true. Donc le bool, c'est comme si ça a été défini avec le langage Haskell. Puis
quand tu prends Haskell, que tu enlèves la librairie standard, que tu enlèves tout le sucre syntaxique ou autre, premièrement, ça commence à ressembler à du Lisp, parce que vu que tu n'as plus le sucre syntaxique, tu commences à avoir des parenthèses partout. Puis ensuite, ça commence à se rapprocher d'un lambda de calcul. Donc le langage, vraiment, il y a data, il y a ah oui, where, quelque part. Donc ça, where, c'est quand j'ai une ligne, je peux définir sur la ligne d'après des raccourcis, des synonymes. Ça, c'est une construction syntaxique. J'ai un let, des bindings, in, une expression. Ensuite, il y a le do, qui est aussi un sucre syntaxique. Quand je dis sucre syntaxique, c'est une syntaxe spéciale du langage, là, mais on pourrait faire, mettons, dans le cas des where et du let in, on pourrait faire ça, c'est juste, ça serait non écrit, c'est juste agréable, là. Mais vraiment, en tant que tel, il y a très peu d'éléments que c'est vraiment des mots-clés fondamentaux ou autres. Le deux points qui a le type de l'affaire, les définitions des data, les définitions des type class avec le instance puis le class, comme ça. Mais en général, c'est pas mal tout. Okay. C'est ça, ça fait plaisir. Merci.